Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à ce rendez-vous de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Débutons par ce cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une semaine après le début de l'offensive israélienne, pilier de défense, l'entrée en vigueur hier d'une trêve entre les forces israéliennes et le Hamas a suscité des manifestations de joie dans la zone concernée. Première nuit sans raid israélien depuis 8 jours dans l'enclave palestinienne. Des chants de victoire, mais aussi des signes que malgré la trêve, la paix est loin d'être installée. Le drapeau israélien part en fumée et la difficulté de voir l'avenir est clairement affichée. Après les heures de fête, la réalité du conflit a rapidement repris le dessus le lendemain matin. Les Gazaouis ont dû passer au nettoyage et au deuil dans la colère. 160 morts, c'est le lourd bilan d'une semaine de bombardement. Celui qui est célébré ici est le dernier tombé avant le cessez-le-feu. Grâce à Dieu, la guerre est terminée et Gaza a gagné. Félicitations à la victoire. Tout le monde était très content quand on a compris que c'était terminé. Et cette satisfaction est tellement grande qu'on ne peut pas la décrire avec des mots. Malgré ce lourd bilan, le pouvoir en place à Gaza, le Hamas, sort effectivement vainqueur. Il a gagné en reconnaissance internationale en devenant un interlocuteur légitimé par l'Égypte et en touchant Tel Aviv, le mouvement de la résistance islamique a réaffirmé sa force de frappe. Le pouvoir gazaoui sait qu'il peut compter sur d'autres groupes armés comme le djihad islamique. Nous sommes satisfaits de l'accord de paix que nous avons signé hier. Cela vient à point nommé. C'est une victoire que la résistance a obtenue par les armes. Nous considérons cette étape comme un changement dans le combat contre l'occupant et ce combat, nous le poursuivrons aussi longtemps que l'occupant le poursuivra. Cette trêve reste bien fragile, mais elle s'accompagne d'une autre victoire toute relative pour Gaza. L'allègement du blocus fait partie de l'accord de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu bien reçu par la communauté internationale. Il salue non seulement l'action de l'Égypte, initiateur de cette trêve, mais aussi les acteurs de cette opération et appelle à la conservation de cette paix dans la bande de Gaza. Écoutez donc ces hauts responsables de l'ONU. Nous espérons que ce cessez-le-feu fera cesser les attaques israéliennes contre notre peuple, qui a besoin d'autre chose que de guerre et de destruction, notamment ceux qui vivent dans la bande de Gaza. Ils ont besoin de guérir leurs blessures et de reconstruire. Ils ne veulent pas des assassinats de leurs dirigeants et de responsables. Ils ne veulent pas du blocus de Gaza, qui doit être levé. Israël espère que la paix va durer et bénéficier à toute la région et qu'il apportera des années de calme, de stabilité et de sécurité. Toutefois, nous n'hésiterons pas à faire ce qu'il faut pour éliminer les menaces du Hamas. Ceux qui prennent l'État d'Israël pour cible paieront un grand prix. Les États-Unis sont contents de voir le cessez-le-feu annoncé plus tôt cet après-midi. Nous remercions beaucoup ceux qui ont fait preuve de qualité de leader et de détermination pour l'établir. Pendant 8 jours de guerre, Tsahal a intensivement bombardé la bande de Gaza. Au total, plus de 1000 roquettes ont frappé Israël. 162 Palestiniens ont perdu la vie. Côté israélien, la vie semble ne pas avoir été particulièrement perturbée, malgré les 5 personnes tuées pendant l'opération pilier de défense d'Israël. Retour sur cette semaine de toutes les horreurs. Lancé l'opération Pilier de défense contre la bande de Gaza le 14 novembre. L'opération a tué 6 personnes et provoqué près de 40 blessés au cours d'attaques aériennes intensives contre le Hamas, le mouvement de résistance islamique. Ahmed Jabari, le commandant de l'aile militaire de Hamas, a également trouvé la mort. L'attaque israélienne a fait face à des salves de roquettes des groupes armés de la bande de Gaza le 15 novembre. Tel Aviv a été touché par les tirs. Il s'agit de la première attaque sur la ville depuis la guerre du Golfe en 1991. Un jour plus tard, Tel Aviv a été attaqué une deuxième fois par roquettes venant de la bande de Gaza. Le Hamas a également tiré à coups de roquettes sur Jérusalem. Il s'agit de la première attaque de ce genre depuis des dizaines d'années. En une seule journée, le Hamas a tiré près de 200 roquettes sur Israël, tandis que les attaques aériennes d'Israël ont ciblé près de 200 sites du Hamas. Le 17 novembre, un système d'interception de roquettes a été installé au sud d'Israël. Ils ont intercepté avec succès les roquettes longue portée, mais Tel Aviv a été touché pour le 3e jour consécutif.
Le 18, les avions de guerre israéliens ont lancé plus de 10 attaques aériennes, tuant près de 30 Palestiniens, dont des femmes et des enfants. Les groupes armés ont répondu par des tirs de roquettes et le nombre de victimes a augmenté. La tension a continué le jour suivant. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, ainsi que d'autres dirigeants internationaux se sont rendus au Moyen-Orient pour essayer de négocier. Israël a ensuite annoncé qu'il allait repousser ses opérations terrestres. Les deux parties ont entamé des négociations avec l'aide de l'Égypte. Pourtant, les groupes armés ont lancé près de 60 roquettes le jour suivant. Et Jérusalem a encore été touchée, provoquant la mort de 2 personnes. Les avions israéliens ont alors lancé une centaine d'attaques aériennes, tuant 3 journalistes palestiniens. Plus de 10 ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe sont arrivés à Gaza le même jour. L'Égypte a assuré qu'un cessez-le-feu avait été conclu, mais il n'est pas parvenu à être effectif. Mercredi dernier, un bus a explosé au centre de Tel Aviv. Plus de 10 personnes ont été blessées, dont 3 gravement. Israël a continué ses attaques aériennes sur Gaza, provoquant de multiples explosions qui ont entraîné des coupures de courant dans la ville. Allons maintenant en France. Entre Jean-François Copé et François Fillon, la bataille se poursuit sur les plateaux de télévision. François Fillon a de nouveau contesté les résultats de l'élection interne à l'UMP et demandé qu'Alain Juppé prenne la direction transitoire du mouvement pour sortir de l'impasse. Une option que Jean-François Copé refuse catégoriquement. Écoutez. Le psychodrame qui se joue à la tête de l'UMP se poursuit. Avec un épisode supplémentaire dans le journal de TF1 d'hier soir, François Fillon renonce pour la 2e fois à la présidence de l'UMP, mais pas à n'importe quelle condition. Je renonce à la présidence de l'UMP. Ce que je demande, c'est qu'Alain Juppé, parce que c'est une personnalité incontestable, constitue une équipe qui regroupera l'ensemble des responsables de notre famille politique et nous propose une sortie de crise. Et d'ajouter qu'il ira en justice si on ne lui donne pas satisfaction. La réponse du président proclamé de l'UMP ne se fait pas attendre. Ce matin sur Europe 1, il balaye la proposition de la table. Je ne le veux pas tout simplement parce que ça n'a pas de sens. Ces élections, elles ont eu lieu, le résultat, il est connu, on a le droit de le contester, mais si on le conteste devant une instance de recours. Jean-François Copé a d'ailleurs décidé de saisir lui-même la commission des recours de son parti pour vérifier les votes exprimés, histoire, dit-il lui-même, de sortir de cette situation kafkaïenne. La médiation d'Alain Juppé est écartée. Qui sait, jusqu'au prochain épisode. La bataille Copé-Fillon s'est effectivement déplacée sur le terrain médiatique où les deux hommes ferraillent à distance. Ce match politique qui n'en finit pas énerve et agace à la limite les Français. Remettez-vous au travail et prenez de la hauteur. Cela pourrait être le conseil de l'homme de la rue à messieurs Fillon et Copé. Ce matin à Strasbourg, les dissensions au sein de l'UMP ne sont pas prioritaires, on a d'autres chats à fouetter. D'ailleurs, le sujet a tendance à énerver tout le monde. Alors là, non. Alors là, non. C'est mon métier peut-être, mais alors Copé-Fillon, je m'en fous complètement. Ah ouais, c'est pas mon intérêt. C'est trop lamentable pour que je m'intéresse à ça, je veux dire. Il donne un spectacle qui est vraiment lamentable, lamentable. Déçu par les guerres de clans, voilà, tout simplement, quoi. Vraiment déçu. C'est la porte ouverte au Front National, en fait. On a des élections qui ressemblent à des élections de pays bananiers, enfin de démocratie bananière. C'est un peu lamentable. La cacophonie de ces derniers jours fait office de repoussoir. Beaucoup jugent la situation ridicule, certains y voient même la fin de l'UMP. Le déficit de confiance sera en tout cas difficile à combler. Je comprends pas comment on peut faire confiance aux hommes politiques si eux-mêmes se font pas confiance et s'accusent de tricherie. Il faut arrêter d'en parler, c'est comme des histoires de famille, quoi. Il y a des choses qu'on règle en famille. Et les voisins, ils sont pas obligés de tout savoir. Ça ne m'intéresse pas et ça me fâche plus qu'autre chose, donc je ferme la télé, je ferme ma radio et je m'arrête à ça. Les mots les plus prononcés ce matin, lamentable et ridicule. Le dégoût est tel que même revoter ne paraît pas être la solution susceptible de réconcilier les deux camps. De l'avis de tous, ils sont allés trop loin.
Autre actualité, le gouvernement turc a demandé hier à l'OTAN de déployer des missiles sol-air patriotes pour renforcer ses défenses sur sa frontière avec la Syrie. Et une telle mesure requiert l'approbation de l'organe décisionnaire du Conseil de l'Atlantique Nord. Une approbation considérée comme une formalité étant donné que l'OTAN a déjà déclaré avoir élaboré des plans pour protéger la Turquie d'un débordement de la guerre civile en Syrie voisine. J'ai reçu une lettre du gouvernement turc demandant le déploiement de missiles patriotes. Un tel déploiement augmenterait la défense aérienne de la Turquie afin de défendre sa population et son territoire. Cela contribuerait à la désescalade de la crise le long de la frontière sud-est de l'OTAN et cela constituerait une démonstration concrète de solidarité et de détermination de la part de l'Alliance. And it would be a concrete demonstration of alliance solidarity and resolve. Et d'ajouter que le gouvernement turc avait souligné que le déploiement serait seulement défensif et qu'il ne soutenait en aucune manière une zone de non-survol ou une opération offensive. S'il était approuvé, le déploiement se fera en accord avec le plan permanent de défense antiaérienne de l'OTAN. Au sein de l'Alliance, seuls les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas disposent de missiles patriotes dans leur arsenal. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a déclaré avoir indiqué à son ambassadeur à l'OTAN d'approuver la requête de la Turquie. Le gouvernement hollandais a pour sa part déclaré réfléchir à la requête et enquêter sur les avantages et les possibilités de contribution. Autre manifestation en France, plusieurs centaines de travailleurs de NLMK et de Duferco ont bloqué mercredi plusieurs accès routiers à la Louvière. En cause, le non-paiement immédiat d'une prime de 600 €. Cette situation de blocage aurait duré toute la nuit de mercredi et un rond-point a été démonté. 12 tonnes au beau milieu d'une sortie d'autoroute. L'entrée principale de la Louvière est bloquée. Les bobines, ce sont eux qui les ont déposées hier soir. Spontanément, ils marchent sur la Louvière. Ils réclament un soutien plus ferme de leur syndicat. Personne qui nous soutient ici, c'est le bordel. Le bordel, on va nous enlever les 600 €, on sait même pas si on va être payé de la prime. Avancez. Vous allez où là? Abandonné, on va à la fédération, on va tout péter là. Ils vous soutiennent pas, FGTB? Il n'y a plus personne qui nous soutient, on est tout seul. Au cœur du problème, une prime de 600 € que la direction refuse de payer depuis hier. Nous sommes repartis à la table des négociations et tout se passait très bien, on discutait. Et à un certain moment, un conseil d'entreprise ordinaire, on nous dit du côté Novolipec qu'on ne paye pas cette prime, qu'il faut la postposer, alors que ce sont des acquis. Et après une heure de discussion, la confiance est rétablie avec la base. Les syndicats parlent d'une seule voix et dénoncent la direction. Les Russes jouent avec nous. Ils jouent avec les robinets et je pense qu'ils jouent, je dirais, de manière un peu trop rigide. Donc, ils doivent aussi laisser un peu de laisse et faire comprendre qu'il n'y a pas d'agenda caché et qu'ils veulent effectivement, même si c'est, je dirais, la trésorerie, mais ils doivent quand même montrer aussi de bonne volonté. 600 €, ça représente 540 000 €. C'est quand même pas la mer à boire si on veut sauver une entreprise. Alors que tout se passe bien, eux-mêmes se disent rassurés par l'état d'esprit dans lequel se passent les négociations. Et puis tout à coup, le lendemain, on arrive et on nous dit on n'aurait pas les 600 €. Un peu comme nous pousser, on nous pousse au crime, quoi. C'est la provoque? C'est de la provoque, tout à fait. À partir du moment où nous aurons une date butoir acceptable pour le paiement, il n'y a pas de problème, on ira récupérer les coils. Les coils, ces bobines de métal, pourraient donc rester sur la route à la Louvière encore un certain temps. Toujours en France, l'audition de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt par le juge Jean-Michel Gentil s'est poursuivie ce jeudi dans la matinée. L'ancien chef d'État est arrivé peu après 9 h au palais de justice de Bordeaux où un important dispositif policier a été déployé. Il risque une mise en examen. Cela faisait des semaines qu'on l'attendait. À 9 h 15 ce matin, Nicolas Sarkozy arrive au palais de justice de Bordeaux pour répondre aux questions du juge Jean-Michel Gentil. Dès l'aube, la sécurité a été renforcée, plusieurs dizaines de CRS dépêchés sur place. Une berline placée un peu plus loin doit tromper les journalistes. Maintenant qu'il est derrière les grilles, l'ex-chef d'État va y passer toute la journée. Le juge Gentil veut savoir s'il a pu toucher de l'argent liquide de la part du couple Bettencourt, des enveloppes de billets qui auraient pu servir à financer sa campagne présidentielle de manière illicite. Des versements qui auraient continué après la mort du mari de Liliane Bettencourt, alors que celle-ci
n'aurait pas été en pleine possession de ses moyens. Autre question, Nicolas Sarkozy a-t-il joué de son influence pour peser sur l'enquête? Ses nombreuses rencontres avec l'ancien procureur Philippe Courroy, à l'époque en charge de l'affaire, laissent planer le doute. L'affaire avait d'ailleurs été dépaysée à Bordeaux pour apaiser les esprits. Si l'ancien président ne convainc pas les juges, il risque une mise en examen pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt. Il rejoindrait ainsi son ancien trésorier de campagne, Éric Woerth, déjà impliqué dans l'affaire. En Afghanistan, pendant que l'économie du pays est en déclin, les Afghans de leur côté se battent pour s'en sortir en vendant leurs devises locales en échange de la monnaie étrangère qui de son côté augmente en devises. Mise en sécurité de l'autre côté du fleuve où les étrangers se rendent rarement. Mais alors que les gens ne s'y rendent peut-être pas, les devises étrangères, elles, y vont. C'est le plus grand centre d'affaires en Afghanistan et entre 10 et 50 millions de dollars sont déplacés de ces immeubles de fortune tous les jours. Et dans ce pays, dont la Banque mondiale estime que 90% du PIB vient de l'aide étrangère, on s'inquiète de plus en plus que les Américains et leur dollar quittent le pays en 2014. La course à la vente a commencé, le dollar augmente à mesure que les gens en achètent et se débarrassent de la monnaie locale, l'Afghani. Les hommes entrent et laissent des sacs d'argent en montant inconnu. Où va cet argent? Quand plus de 3 milliards de dollars ont été illégalement déplacés à l'extérieur du pays, nul ne le sait. C'est la première phase du vide économique craint par beaucoup. Mais selon le président du syndicat des commerçants, les Américains ont promis un soutien de long terme. Lors d'une réunion avec le président de la Banque centrale et des diplomates américains, nous avons demandé ce qu'il se passerait s'ils arrêtaient de donner de l'argent et que la Banque centrale ne soutenait pas le marché. Que deviendrait le peuple afghan? Ils nous ont promis de distribuer jusqu'en 2014 des dollars américains aux banques afghanes tout en achetant des Afghani. Si cette promesse est tenue, cela devrait aider. Dernièrement, cependant, la Banque centrale afghane a acheté des millions d'Afghani, causant une augmentation pendant 24 heures. Pour l'Afghan moyen, cela signifie que les prix sont déjà en hausse. Dans un pays qui dépend à 90% des importations pour les biens de base, le peuple dépense déjà trop. Quand le dollar augmente, tout le reste, comme la nourriture, les vêtements augmentent. Les Afghans importent en utilisant le dollar. Quand le dollar augmente, cela a un effet négatif pour nous. Les frontières posent également problème. La plupart du commerce illégal est réalisé ici avec les pays voisins comme l'Iran et le Pakistan dans leurs devises. Et avec les sanctions américaines contre l'Iran, les importations et exportations sont interdites. Désormais, les Iraniens traversent la frontière et achètent eux-mêmes des dollars américains. Et l'Afghani s'effondre encore plus. 61 millions d'euros consacrés en France aux tâches domestiques ont représenté en 2010 une production équivalente à un tiers du PIB national. C'est selon une étude de l'INSEE. Et pas sûr que cela plaise aux femmes, car elles ont réalisé 72%. Une somme de travail qui n'est pas comptabilisée dans les statistiques nationales, mais qui représenterait au minimum 15,1% du PIB. Les mains des petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Les tâches ménagères, domaine réservé des femmes, est-ce un cliché ou une réalité? Moi, je me contente de surveiller les dépenses, les comptes. Entre les devoirs, les enfants, aller chercher à l'école, les ramener, c'est quand même pas mal de temps. C'est vraiment presque un temps complet qu'on peut se partager entre l'homme et la femme. Avec 34 heures chaque semaine pour les femmes contre 18 heures pour les hommes, n'en déplaise à ces messieurs, il s'agit encore d'une réalité. En auscultant le quotidien de 16 000 ménages, l'INSEE vient pour la première fois de décortiquer le temps occupé par les tâches domestiques. Mais le minimum 10 heures. 7 à 8 heures. Donc, comme je travaille 6 sur 7, donc j'essaye de faire un peu de tout, quoi. Je prends la matinée. Ah oui. Moi, je prends la matinée pour faire les courses. Et ce qui occupe le plus de temps, c'est la cuisine, avec 217 heures par an, 199 heures de ménage, 129 heures de courses et 118 heures pour les enfants. Les chiffres donnent le tournis, cela représente 60 milliards d'heures chaque année pour tous les Français. S'il ne fallait retenir qu'un chiffre, ça représente environ un tiers du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse produite par an dans le pays. Ce travail domestique, car il s'agit bien d'un travail, n'est pas rémunéré. L'INSEE l'évalue pourtant à 600 milliards d'euros par an.
Terminons par ce sujet varié. Les pré-soldes auront bel et bien lieu en France, a affirmé Sabine Laruelle, la ministre fédérale des classes moyennes, des PME et des indépendants. C'est en dépit d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre dernier qui a annulé les pré-soldes, une période d'attente qui vise à permettre l'exercice d'une concurrence loyale entre grandes enseignes commerciales et petits indépendants avant les soldes. Des affiches de toutes les couleurs et des réductions pour tous les goûts. Les prochains soldes auront lieu en janvier. Mais avant cela, c'est la période des pré-soldes. 4 semaines durant lesquelles les commerçants ont l'interdiction d'afficher des baisses de prix. Objectif, mettre tous les commerçants sur pied d'égalité car la période des soldes, c'est le rendez-vous de l'année. Ça permet justement de se liquider d'un solde restant, de bien vendre le restant de sa marchandise et de pouvoir financer les prochains achats. Du côté des petits indépendants, cette période de pré-solde est bien vue, car pas facile pour eux de lutter contre les grandes enseignes commerciales. Les grosses boîtes, elles font des promotions tout le temps, toute l'année, juste ces 4 semaines de pré-solde qui sont vraiment, je trouve, plus que nécessaires. Mais sinon, ça ne les empêche pas de faire des prix toute l'année, tout le temps. Alors, supprimer cette période de pré-solde et permettre à tous les commerçants de baisser les prix quand ils le souhaitent, ça passe mal du côté de l'Union des classes moyennes. Les commerçants réalisent à peu près 30 à 40% de leur chiffre d'affaires pendant les 2 mois de solde, janvier et juillet. C'est important pour eux, pour liquider les stocks de la vieille collection et pour reconstituer des liquidités pour pouvoir acheter la nouvelle collection. C'est vraiment pour eux une question de survie. Mais du côté de la ministre, on se veut rassurant. Rien ne change. Pourquoi? Parce que nous avions déjà adapté notre législation depuis 2 ans maintenant, en tenant compte évidemment de l'évolution des directives européennes, de l'évolution des prescrits européens. Les petits indépendants peuvent donc souffler et se préparer pour les prochaines ventes. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et c'est notre sur Afrique Média. Vous pourrez en même temps consulter notre site internet www.afriquemedia.tv à demain à la même heure sur votre télévision panafricaine.